Bonjour à tous, vous avez été suffisamment nombreux à m'envoyer une vidéo sur l'origine du patriarcat pour que j'ai envie d'y apporter une réponse. Pour donner un peu de contexte, la vidéo d'origine est publiée sur la chaîne YouTube C'est une autre histoire, qui agrège plus de 650 000 abonnés au moment de l'enregistrement de ma réponse. La vidéo en question dépasse allègrement les 200 000 vues et entend expliquer en moins de 8 minutes d'où provient le patriarcat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est soit un raté historique, soit un concentré de propagande. Comme j'ai fait des recherches moi-même sur la théorie de l'origine du patriarcat pour le livre que je suis en train d'écrire et que je finalise, je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo doit être prise avec des pincettes et vous raconter la belle histoire derrière l'histoire de l'apparition du patriarcat. Alors d'abord, résumons brièvement la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Le gros de l'argumentaire de la vidéo de C'est une autre histoire, c'est qu'avant l'Antiquité, il existait un monde où les populations étaient globalement nomades. À cette époque, le monde vivait dans une certaine harmonie et abondance. Puis les groupes se sont sédentarisés et sont apparues les notions de propriété privée, de productivité, de capitalisme. Nos éminents historiens affirment que comme corollaire de ce capitalisme, des rôles de genre se sont mis en place, favorisant la force physique chez les hommes et le rôle agricole ou maternel chez la femme. En somme, selon eux, capitalisme et patriarcat sont apparus ensemble et ont assombri ensemble le quotidien des femmes depuis une dizaine de milliers d'années. Si vous avez quelques minutes, je vous suggère d'aller jeter un œil à la vidéo d'origine par curiosité et pour vérifier que je ne l'ai pas complètement déformée en la résumant. Je pourrais bien sûr m'attarder sur des questions techniques un peu basiques. Par exemple, j'ai l'impression que le duo confond allègrement patrilinéarité et patriarcat. Le patriarcat n'est pas qu'une affaire de reconnaître une lignée de père en fils, cet aspect relève uniquement de la patrilinéarité et c'est insuffisant pour caractériser à lui tout seul un patriarcat. Mais vous me direz que puisque de toute façon ils ne prennent pas la peine de définir ce qu'est un patriarcat, ni par quels aspects la société antique est patriarcale, nous ne sommes plus exactement à un détail près. Autre exemple, je pourrais chipoter sur les contours géographiques et temporels étonnamment flous de cette vidéo. On nous dit par exemple que le patriarcat en Europe est la conséquence d'une sédentarisation il y a environ 9000 ans, mais en réalité l'Europe d'il y a 9000 ans c'est un ensemble de peuplades très différentes en fonction des régions. Vous n'avez a priori pas la même organisation sociale dans le bassin du Danube, dans la région des Balkans, dans la péninsule ibérique et dans les zones du nord de l'Europe. Mais peut-être qu'encore une fois vous me direz que dans une vidéo de ce format, on ne cherche pas vraiment à aller dans les détails. Je vais donc éviter de rentrer dans des détails proprement techniques, puisque la vidéo de départ en est presque dépourvue, et je vais beaucoup plus m'intéresser à sa narration. Dans la narration proposée, il y a deux postulats fondateurs. Le premier, c'est qu'il existe une forme de patriarcat dans les sociétés européennes à partir de l'Antiquité, et le second, c'est qu'il a existé avant une certaine époque une forme de société non patriarcale. Je vais passer sur le premier postulat, je trouve dommage comme je l'ai déjà dit qu'on ne définisse pas ces termes, mais à l'extrême rigueur, admettons-le. En revanche, le cœur de cette vidéo, c'est le second postulat. A priori, je n'ai aucune raison de croire qu'il y a eu un changement profond des rôles sociaux entre les hommes et les femmes, entre par exemple le néolithique et l'Antiquité. C'est donc sur ce second point que je m'attends, même dans une vidéo courte et de divertissement, à apprendre quelques bricoles. Or, quelles sont les preuves qu'apportent réellement nos camarades pour appuyer l'histoire d'un passé égalitaire, voire matriarcal ? Vous pouvez réécouter la vidéo, vous constaterez qu'il n'y en a quasiment aucune. L'archéologie et l'anthropologie nous le disent apparemment, mais ce sera tout. Quels arguments archéologiques exactement nous permettent de savoir que l'époque était plus égalitaire que celle qui a suivi ? On ne le saura pas. Par définition, nous n'avons aucun témoignage écrit, puisque bien sûr l'écriture n'existait pas à cette époque. Nous avons au mieux quelques observations sur des sépultures ou sur des ossements, parfois sur des outils de l'époque, ou parfois de rares peintures. Alors après, toutes les conclusions que vous pouvez tirer de ces indices relèvent de l'interprétation. Comment on en est arrivé à interpréter qu'il y avait une société plus égalitaire ? Malheureusement, on ne l'apprendra pas dans cette vidéo de 8 minutes, et c'est bien dommage puisque c'était un peu le but quelque part de la vidéo. Très honnêtement, nous avons déjà du mal à nous faire une idée historique précise du statut des femmes dans des périodes pour lesquels nous avons des témoignages écrits. Si vous vous intéressez au statut de la femme grecque, à Athènes et à Sparte dans différentes catégories sociales, vous constaterez qu'il est suffisamment variable pour qu'on ne puisse pas parler de la femme grecque dans l'absolu tout court. Alors, me dire qu'avec beaucoup moins d'indices, et notamment aucun témoignage écrit, vous arrivez à vous faire une idée précise du statut d'égalité dans une société d'il y a 10 000 ans, me laisse perplexe. Et ce ne sont pas les 2 liens et demi proposés en dessous de la vidéo en guise de source qui me rassurent.
Dépassons la simple critique pour retracer l'histoire derrière l'histoire de l'apparition du patriarcat. D'où nous vient cette idée qu'il existait une société plus égalitaire avant le patriarcat? Si vous voulez absolument l'attribuer à un grand nom de l'histoire française, je vous suggérerais celui de Rousseau. Rousseau est l'un des premiers à se poser la question de l'avant-société. Lui la voit de manière extrêmement optimiste et utopique, comme un monde heureux où ne se posait pas la question de la subsistance. C'est littéralement cette description que reprennent nos tovarèches youtubeurs lorsqu'ils nous présentent un monde nomade et heureux où l'abondance va de soi. A l'inverse, Voltaire raillait Rousseau pour son idéalisation de ce passé lointain et, pour tout dire, son romantisme. Il se trouve qu'au XIXe siècle, la question des matriarcats a intéressé un juriste suisse du nom de Johann Jakob Bachofen. Dans la vision de ce juriste, au caractère romantique, aux origines, le monde connaissait une forme de communisme égalitaire. Bachofen insiste en particulier sur la primauté des divinités féminines dans les religions anciennes, la déesse avec un D majuscule comme incarnation de la vie. Il s'intéresse aussi à la question de la gynocratie et de la matrilinéarité. Selon lui, la reproduction est alors mal connue et attribuée à une sorte de miracle spécifiquement féminin. Cette idée est d'ailleurs reprise dans la vidéo de C'est une autre histoire. Sa thèse sera transmise aux lecteurs français par le travail de Walter Benjamin avant d'être popularisée par les communistes, dont Engels dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État en 1884. Cette vision d'une origine de l'humanité égalitaire, libertaire et harmonieuse, brisée par la marchandisation et le progrès technique, a en effet tout pour plaire aux anarchistes et aux communistes de son époque et sera disséminée largement dans le spectre politique. On pourrait croire que la science moderne a eu le temps d'éclaircir les intuitions du XIXe siècle et de nettoyer ce penchant légèrement politique. Le problème, c'est que la science est toujours sous une forme d'influence politique, au moins dans certaines régions du monde. Si vous vous penchez sur la question des matriarcats originels, sans avoir aucune idée préconçue, vous serez surpris de constater qu'ils sont très étudiés en Chine et dans les pays voisins, et qu'ils sont surreprésentés dans cette région du monde. On fait grand cas de villages apparemment matrilinéaires, voire matriarcaux dans des provinces reculées, au Népal, au Tibet, dans les montagnes chinoises. En pratique, vous ne pouvez pas comprendre cette surreprésentation des matriarcats dans cette région du monde que si vous comprenez que l'existence de matriarcats a été un enjeu pour le Parti communiste chinois jusqu'à la fin des années 80 au moins. Je vous ai mis un article en dessous où on vous explique très clairement que la recherche d'une société matriarcale était effectuée avec des forts biais maoïstes pour confirmer la ligne du Parti communiste chinois. En effet, puisqu'il avait existé à une époque lointaine et reculée des sociétés apparemment heureuses et à la fois sans patriarcat et sans capitalisme, c'était une justification que le Parti communiste chinois allait dans le bon sens. Le chercheur ajoute d'ailleurs qu'aujourd'hui, ironiquement, le rôle de la recherche des sociétés chinoises du néolithique ne sert plus ce but, mais celui de fortifier l'idée d'une Chine unifiée depuis des millénaires en guise de réponse aux dissensions internes du pays. La manière dont on interprète l'archéologie peut finalement en dire plus long sur les auteurs que sur la recherche qu'ils font. Vous n'aviez peut-être pas compris pourquoi patriarcat et capitalisme étaient si intrinsèquement liés dans la conception de nos camarades youtubeurs. Eh bien en fait, c'est simple, c'est parce que le mythe de la société égalitaire pré-capitaliste a été un fonds de commerce d'une frange du communisme depuis plus d'un siècle. Le marxisme a posé une équation en apparence surprenante, patriarcat égale capitalisme. Cette équation a une raison d'être politique. Elle permet de forcer une convergence des luttes, puisque de facto, être contre le capitalisme, c'est lutter contre le patriarcat, et réciproquement. De ce que je vois de la chaîne YouTube, c'est une autre histoire, et je vous dis ça à partir des indices qui peuvent apparaître ici ou là, je ne suis pas complètement surpris que la vidéo reprenne un discours aux accents marxistes. La thèse de Bachofen s'est enrichie récemment de la notion de genre, qui était un petit peu moins présente, il me semble, dans le texte d'origine. Le papier sur l'anthropologie du Parti communiste chinois note que dans les articles de l'époque maoïste, les pratiques érotiques atypiques étaient surreprésentées, comme pour affaiblir un petit peu l'intérêt du mariage et de la religion. Je me rappelle que, par exemple, le sociologue féministe Francis Dupuy-Déry nous affirmait chez Thinkerview il y a à peu près 3 ans qu'on avait la certitude que le genre était beaucoup plus fluide à l'époque préhistorique, et je me demande même s'il ne parlait pas de non-binarité dans l'une de ses réponses. Sans le dire aussi clairement, la vidéo de C'est une autre histoire nous explique tout de même que la force physique est devenue un attribut masculin à partir de la sédentarisation, ce qui sous-entend que ce n'était pas le cas avant.
C'est assez étonnant puisque chez les primates, qui ne sont pas spécialement sédentaires, on observe bien des hiérarchies sur la base de la force. La domination est un enjeu chez les mâles chimpanzés ou chez les mâles gorilles par exemple. Mais curieusement, les hommes préhistoriques auraient perdu cette spécificité masculine avant de la retrouver quelques millénaires plus tard avec la sédentarisation. Tout cela n'est pas impossible, mais paraît quand même peu probable. Enfin, je voudrais vous expliquer pourquoi la thèse de Bachofen est si populaire même aujourd'hui, en bref, pourquoi nous avons tous envie d'y croire. Déjà, commençons par lui reconnaître une élégante simplicité. Si vous lisez par exemple les chapitres d'anthropologie du dernier livre d'Emmanuel Todd, mais il y en a d'autres, des livres qui parlent d'anthropologie, vous constaterez que l'anthropologie est une science extrêmement complexe, qu'on ne peut pas tirer de grandes théories universelles sur toutes les sociétés primitives ni sur leurs traditions, qu'au sein d'un même continent, d'un même pays, d'une même vallée, on peut avoir des organisations sociales très diverses. Quand on parle d'un passé nomade, ici, il est unique, détaché de toutes les spécificités des groupes primitifs vivant ici ou là, détaché même de la géographie des vallées et des montagnes, de la qualité des sols, de la pureté des eaux, de la météorologie, de la faune, de la flore. Du point de vue du grand public, la thèse de Bachofen a le bon goût de dissoudre la complexité anthropologique dans la caricature de l'utopisme. Et je parle bien d'utopisme puisque vous pouvez être certain que tous ceux qui louent l'abondance nomade ne seraient pas prêts à vivre comme des nomades l'espace d'un an. Il y a fort à parier qu'ils ignorent tout des rudesses de la nature et fantasment une nature tropicale et luxuriante sans envisager de prendre une douche sans chauffe-eau au mois de mars. La simplicité de la thèse de Bachofen lui sert indéniablement. Mais il y a un autre aspect que vous avez peut-être perçu. Passé heureux, présent malheureux, futur heureux à espérer, à reconstruire. C'est un triptyque, le triptyque narratif le plus vieux du monde, le schéma lapsarien de la Bible. L'Éden, la chute, la quête d'un possible paradis. Avant tout allait bien, et puis un jour tout s'est cassé la figure, mais si on travaille tous ensemble, on peut reconstruire le monde qui allait bien. Pour les femmes qui luttent contre le patriarcat, vous vous retrouvez dans le schéma narratif classique de beaucoup de contes. Situation initiale, perturbation, quête, dénouement, situation finale. Qui n'a pas envie de croire à une histoire dont il peut être le héros? Qui ne succombe pas parfois à la nostalgie d'une période qu'on peut facilement romancer et idéaliser, d'autant plus facilement qu'on n'en connaît finalement pas grand-chose? En conclusion, la thèse présentée comme une vérité historique par nos tovarèches youtubeurs est en pratique beaucoup plus discutée et débattue que ce que leurs vidéos laissent entendre. C'est même pire que cela, plus on consulte des ouvrages et des articles spécialisés, moins on trouve de chercheurs pour la défendre. Je vous ai mis des sources en description en dessous, enfin dans les commentaires épinglés. Le débat scientifique sur cette période est d'autant plus complexe qu'il repose sur des indices ténus et il est normal que plusieurs théories coexistent. Mais il se trouve que de ces théories, comme souvent dans le monde de la recherche, certaines sont effectivement plus vendeuses que d'autres. Le schéma narratif que je vous ai décrit est l'un des plus universels et donc des plus vendeurs qui soient. Tout le monde voudrait savoir à quoi ressemblait la société égalitaire, nomade et parfaite d'il y a 10 000 ans, évidemment. C'est la belle histoire parfaite pour obtenir l'attention du grand public et, accessoirement, des financements pour la recherche. Et puis, pour des chercheurs qui écrivent dans leur description de vidéos en écriture inclusive et appellent à brûler le patriarcat, c'est un message politique finalement très efficace. Ce qui était probablement le but recherché par la chaîne.